que je refuse de vivre dans l'errance et la prostitution spirituelle. Parce que je sais que je n'obtiendrai jamais la bénédiction divine en piétinant la mémoire de mes ancêtres. Parce que mes ancêtres, qui sont mes grands-grands-grands-parents, ne peuvent que m'aimer et me protéger. Je participe à la construction du temple ancestral de Mukadilomuya. Yes, je participe. Je participe. Je participe. Elle participe, hein? Oui, on participe. Of course, I donate. Bien sûr, je participe. Yes, I donate. I donate. Il faut participer à la construction du temple ancestral du Mukadilomuya. Je participe. L'unité est notre but, la victoire est notre destinée. Unity is our aim. Victory is our destiny. Bonjour chers téléspectateurs, nous vous remercions d'être à nouveau nombreux devant vos écrans pour votre émission Afro-Lumière. Afro-Lumière, votre émission qui aborde des thèmes afro-centrés, des thèmes d'éveil spirituel, culturel des peuples d'Afrique noire. Aujourd'hui, nous sommes reçus par notre invité, Monsieur Yamba Yamba. Monsieur Yamba Yamba, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, nous sommes là, nous nous portons bien. Surtout que c'est une journée où nous nous sentons très à l'aise pour vous recevoir parce que nous sommes communis avec nos ancêtres et ça nous fait énormément plaisir que nous puissions échanger avec vous. Chers téléspectateurs, vous voyez vous-même d'entrée de jeu, Monsieur Yamba Yamba évoque les ancêtres. Mais Monsieur Yamba Yamba, votre démarche n'est-elle pas contradictoire? Évoquer les ancêtres en français. On a connu plusieurs émissions de vous en qui étiez là. Il y a des émissions que vous réalisez aussi en français, en lingala, pardon. Mais comment se fait-il que vous puissiez parler de l'éveil de l'Afrique, du recours aux valeurs africaines, ancestrales, traditionnelles, dans une émission qui est présentée comme ça en français? Oui, bon, mais là, nous sommes dans une approche où il faut parler pour qu'on soit écouté par la plupart de nos compatriotes, pourquoi pas des Africains. Parce que nous avons été aliénés, et nous avons été initiés en français, et donc nous croyons qu'il faut partir de cette langue pour que nous puissions construire une nouvelle dynamique. Raison pour laquelle, lorsque je réalise une émission de là, moi ça ne me gêne pas, bien au contraire, ça me met en communion avec mes ancêtres. Et si j'ai un message, ce message est vite compris, à la fois par ceux qui m'écoutent et surtout les ancêtres, et ils peuvent réagir. Ils peuvent réagir. Cher Kabema, vous savez, nous avons vraiment difficile parce que nous avons toujours pensé, et surtout que les enseignements que nous avons reçus, c'est que lorsque on est ici, on meurt, on dit bon, c'est fini, ça s'arrête là, il n'y a pas d'autre monde que nous ne voyons pas, etc., qui existe. Or, l'homme a trois entités, il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Et donc, la mort, c'est la séparation définitive entre l'esprit et le corps. Et donc, parce que cette séparation se réalise, il faut reconnaître que l'esprit est quelque part. Nous ne le voyons plus, mais l'esprit est quelque part. Et pour ceux qui connaissent la règle, il suffit simplement de vouloir se mettre en contact et de reconnaître effectivement que cet esprit existe. Et puis voilà, vous construisez des interactions dynamiques avec tous ces ancêtres qui sont déjà partis, etc., qui sont considérés comme ils ne sont plus là. Surtout que lorsqu'on nous a dit au début de toutes les religions que nous avons reçues, ça veut dire que bon, quand on meurt, on attendra le dernier jour pour ressusciter. Or, nos ancêtres nous voient. Il y a des gens, par exemple, qui disent que voilà, le diable est vivant, il agit, etc. Mais si ce n'est pas une légende, pourquoi quand nous disons que nos ancêtres nous écoutent, nous pouvons être en contact avec nos ancêtres, ils sont plus touchés de notre situation que quiconque, que l'ancêtre d'autrui. Et les gens trouvent ça comme si ça n'existait pas. Alors maintenant,
Vous voyez, moi j'ai difficile, hein. J'ai difficile à comprendre cela. Quand vous arrivez par exemple dans des pays occidentaux, vous allez voir des sectes, des clubs philosophiques et mystiques, etc. Et ces clubs-là, ce sont des clubs d'initiation à être en contact avec leurs ancêtres. C'est comme ça que vous voyez, pour être savant, dans l'ermine, vous allez entendre, non, Estelle, fille peut-être maçonne, tel Archimède, fille maçon, tel a été régis chrétien, etc. Mais alors maintenant, ils tirent d'où ces puissances-là? Mais c'est de leurs ancêtres. Pourquoi nous aussi, nous ne pouvons pas véritablement nous réconcilier avec nos ancêtres pour que nous puissions être véritablement inspirés par eux? Mais on nous a bloqués, on a coupé, on nous a amenés à une aliénation. Et nous ne savons plus véritablement agir comme des êtres indépendants avec une pensée autonome qui est inspirée véritablement de nos ancêtres. Ça n'existait pas. Et ça serait le plus grand défi qui puisse rester aujourd'hui, surtout nous qui nous intéressons au progrès des Noirs. Donc à vous entendre, ces religions qu'on dit abrahamiques et toutes ces confréries seraient en fait des moyens de connexion des peuples avec leurs ancêtres. Et que chaque peuple a ses propres moyens authentiques. Et vous voulez dire par là que le fait que la majorité de la population dans les pays africains se disent chrétiennes ou musulmanes, et ces populations sont déconnectées de leurs ancêtres. Et c'est là l'origine du problème. Tout à fait, parce que nous avons été agressés par les fils d'Abraham. Ce sont les fils d'Abraham qui sont venus chez nous, et ils nous ont agressés, ils nous ont dominés et ils nous ont imposé une logique. Et c'est leur logique. Entre-temps, nous avons tout oublié que nous avions nos ancêtres et que nos ancêtres pouvaient véritablement nous être utiles. Et donc, voilà, nous sommes entrés dans une logique d'abrahamisation. Et voilà, où est-ce que nous en sommes? On n'est pas sorti du tunnel. Voilà. Et aujourd'hui, les efforts que nous faisons, chez Kabemba, c'est dire en fait que comment construire des passerelles avec nos ancêtres, comment être inspiré par nos ancêtres, comme le font d'autres personnes. Aujourd'hui, les Chinois, ils sont en train de se promener à plus de 200 millions de kilomètres à l'espace, et ils s'inspirent véritablement de leurs ancêtres, ils sont inspirés. Et quand vous êtes aux États-Unis aujourd'hui, il existe une catégorie de militaires qu'on appelle des mentalistes. Vous êtes à Kinshasa, il peut se concentrer, il décide que Kabemba est à tel endroit, il est avec Yamba Yamba, etc. On vous voit à partir des États-Unis. Quel type de caméra? Quel type de caméra? C'est ça, Kabemba. Regardez quand, par exemple, les Américains font des promenades à l'espace. Il vous faut 4 milliards de kilomètres. 4 milliards. C'est quelle formule de laboratoire? Tout ça, ce sont des inspirations. Mais écoutez, quand vous allez au village, il y a de nos compatriotes qui savent, même la journée, il peut être touché comme ça et vous sautez, vous partez, vous vous promenez jusqu'à Paris et vous rentrez. Je ne voudrais pas me promener comme ça, vous êtes en train de me toucher. Est-ce que vous n'essayez pas de m'embarquer dans de la sorcellerie? La sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est quoi? Vous savez qu'aujourd'hui, la littérature a beaucoup évolué. Il y a des sorciers négatifs, il y a des sorciers positifs. Imaginez-vous que quelqu'un qui entre j'allais dire, à méditation et qui a la formule pour créer, par exemple, un avion du type celui qui l'utilise la nuit. Alors maintenant, s'il y a un avion de transport, pourquoi pas? Et alors maintenant, chez nous, tout ça est bloqué parce qu'il y a quelqu'un qui est sorcier, qui aurait pu véritablement réfléchir sur une formule de création d'une voiture qui se promenait peut-être sans carburant. Mais il ne peut pas le faire. Il va le faire comment? Parce qu'on va dire que c'est un sorcier, il est capable d'être abattu dans la société. Et tout ça qu'ils nous ont dit, c'est eux. Mais quand on crée, par exemple, un avion, comme les Américains sont en train de réfléchir sur un avion qui prend la forme de l'aigle, et on fabrique un avion qui a la forme de l'aigle. Alors vous allez dire simplement que c'est la science. Ah mais non, nous aussi on peut véritablement le faire. Mais si on osait le faire, et si tout de suite on est poursuivi comme sorcier. Il semble que le sort général, c'est l'enfer. Vous voyez,
Vous avez suivi les Agnelais ici. Les Agnelais se sont battus avec ce qui s'est passé dans le site Lo Bangui, etc. Mais leur chef utilisait un bâton qu'il a utilisé comme téléphone. Et quand il appelait, il peut m'appeler aussi. S'il a mon numéro, il m'appelle. Mais tout cela, qu'est-ce qu'on disait? Oh non, c'est la sorcellerie. Mais au lieu de partir véritablement de cette technologie pour transformer quelque chose qui est sous forme d'un téléphone qui n'a pas besoin d'unité. Ça n'a pas besoin d'unité. Et on peut appeler. Et ça vous facilite. On peut en fabriquer autant. On réduirait. Ça sera plus performant que le téléphone, par exemple, créé par les Américains ou créé, je ne sais pas, par les Français, etc. Parce que là, on n'utiliserait pas les unités. Voilà. Et nous, on ne peut pas prendre ce risque-là. Parce que tout est versé dans la logique de sorcellerie. C'est ça. Et nous devons être décolonisés. Nous devons être déprogrammés mentalement pour mettre en valeur tout ce que nous avons comme patrimoine culturel, tout ce que nous avons comme valeur en termes de pratiques, d'usage, qui ont permis véritablement la survivance de notre société. Ça, on en a besoin. On est entré dans un processus de substitution d'une autre culture à la place de la culture fondationnelle. Et ça, c'est pas normal. Hein, c'est pas normal. Je crois vous l'avoir dit l'autre fois. J'étais avec un ami français, on a été allé dans les Maïndomé, on voit quelqu'un, soi-disant prophète, qui arrêtait, qui arrachait par exemple les statues, les chaînettes ancestrales auprès de gens, etc. Et mon ami me dit, mais Norbert, vous resterez comment? Vous n'avez aucune protection ancestrale. Nous, on a préservé ça. C'est comme ça que vous voyez qu'il faut aller dans les archives, il faut aller dans le musée. Vous trouvez tout ça. Mais vous, là, vous deviendrez qui, finalement? Parce que vous n'avez aucune référence. Les quelques rares des statuettes qu'on a trouvées dans les villages, etc., sont vendues et sont dans nos musées. Alors, qui va encore vous protéger? Et vous avez des gars comme ça qui naissent, qui viennent et qui disent non, ils sont inspirés par Jésus-Christ, ils viennent justement pour assainir la société. Mais il faut arrêter des conneries. Et alors, maintenant, vous ne serez plus en communion avec vos ancêtres. Qui va encore vous inspirer? Et nos ancêtres ne sont pas d'accord là où ils sont. Parce que même dans notre habillement, même dans notre façon de parler, même de nom qu'on nous a donné, on m'appelle Norbert. Mais Norbert, c'est qui finalement? Il est ancêtre de qui? On ne donne à quelqu'un le nom que c'est de son ancêtre. Norbert est venu d'où? Joseph est venu d'où? Faustin est venu d'où? Oh non, ce sont des noms chrétiens. Mais alors, nos noms chrétiens, mais chez nous, il ne peut pas y avoir de chrétiens. Qu'est-ce qui explique que c'est seulement ces chrétiens-là qui peuvent véritablement nous donner le nom et nous ne pouvons pas avoir? Non, c'est cette ségrégation, cette discrimination négative en fait. C'est ce qui fait que véritablement nous n'avons pas avancé. Nous sommes régnés, nous n'avons pas une pensée autonome, nous ne sommes pas libérés et notre génialité est inhibée. Et c'est de tout ça que nous devons nous battre aujourd'hui pour que nous puissions revaloriser notre culture, notre identité culturelle, restaurer notre spiritualité, pour que nous soyons en contact avec nos ancêtres. Et les esprits vont nous inspirer et nous devons véritablement faire avancer notre société. Sinon, si on ne fait rien, ça resterait toujours à l'ère démagogique. Voilà. Vous avez suivi, chers téléspectateurs, M. Mbemba a abordé plusieurs thématiques, parmi lesquelles la technologie, mais je voudrais m'appesantir un peu sur cet aspect de progrès technologique. Il y a comme ça des initiatives émergentes en Afrique où plusieurs Africains arrivent à prouver les capacités des Africains à développer des technologies. On peut citer le cas de Serigne Makarba au Sénégal avec les technologies d'armement. On peut citer le docteur Donatien Mavungu du Gabon avec sa molécule qui, semble-t-il, pourrait guérir contre le sida. Mais comment se fait-il que toutes ces initiatives paraissent ne pas être soutenues par les Africains eux-mêmes? Ah oui, bon, voilà, non, parce que nous sommes des bébés sous biberon, quoi. Nous sommes considérés comme des adolescents retardés. Voilà, nous ne pouvons que vivre sous les mamelles de la mère. On ne peut pas donner à un adolescent pas la responsabilité d'affirmer son leadership. Il y a eu des tentatives, c'est vrai.
Même lorsqu'on a parlé au début du sida ici, il y a eu le docteur Luruma, il n'est plus là d'ailleurs. Il n'est plus là. Il faut se poser des questions sur sa mort. Comment c'est arrivé? Voilà, vous avez parlé de Mavungo au Gabon. Vous avez parlé du Sénégalais. Je l'ai vu comment il s'est battu à Paris pour faire valoir, ne serait-ce que ça, la licence de ce que représentent ces idées, les technologies mises en place, etc. Il se battait à Paris, le commun c'est en Afrique. Bien entendu, mais il se battait parce que c'est là, parce qu'il y a la planétarisation, il faut se faire connaître, il faut se faire valider, etc. Mais l'Occident ne peut jamais accepter, à moins qu'il achète la technologie. Il faut toujours soumettre le noir dans le doute permanent. Même quand vous travaillez, parce que vous n'avez pas encore travaillé avec eux. Même si vous êtes excellent, il ne peut pas vous dire que vous êtes excellent. Il vous met en situation où vous ne pouvez que vous douter de vous. Lorsqu'il voit une erreur, il l'aggrave pour que vous puissiez véritablement avoir plus de réserves pour que vous puissiez continuer. Quand vous parlez de médicaments d'Ebola, de médicaments contre le VIH, etc., il y a des tentatives. Vous savez que la machine pharmaceutique compte plus de 400 milliards de dollars et ces gens-là sont en train de se promener à travers le monde comme des vautours. Il suffit simplement que vous disiez que non, moi j'ai inventé ceci, etc. Pour qu'on puisse vous chercher, soit ils acceptent la technologie, soit ils vous briment pour que vous ne puissiez pas véritablement brandir votre technologie. J'ai suivi une équipe qui est en train de contester, déjà, Mouyembe qui a découvert, n'est-ce pas, le médicament contre Ebola, etc. Ils sont en train véritablement de contester de manière farouche. En tout cas, j'ai vu ça sur le net. Vous voyez? Donc, tout cela en faisant comme il montre très clairement que l'Occident ne peut pas. Surtout quand vous sortez une formule en dehors de leur enseignement, de leur initiation, ils ne sont pas d'accord. Et raison pour laquelle, aujourd'hui, nous disons clairement les choses pour dire que ce qui s'est fait par l'Occident, c'est l'inspiration de ses ancêtres. Nous aussi, nous pouvons véritablement être inspirés par nos ancêtres, parce que les Chinois ont tenté véritablement leur expérience. Aujourd'hui, ils sont en train de réussir. La médecine indienne n'est pas la médecine occidentale. Alors pourquoi nous, on ne ferait pas la médecine africaine? Pourquoi on ne le ferait pas? Et les intellectuels sont là, en train... Quand on écoute ces choses-là, parfois, s'il est à côté d'un prêtre, il quitte immédiatement, n'est-ce pas, il quitte immédiatement le salon. Il ne peut pas même pas faire ajouter un mot. Nous avons été fabriqués pour être des hypocrites. Beaucoup de chercheurs aujourd'hui, beaucoup d'intellectuels, aujourd'hui sont conscients de l'importance grandissante de la spiritualité authentique. Mais personne n'en fait allusion simplement parce que, bon, on ne voit pas comment ça va se réussir. Or, il faut poser des jalons aujourd'hui pour que 2, 3, 4 générations pourront véritablement, de manière automatique, actionner les choses dans la perspective d'une numération totale. Voilà. En parlant de médecine, la régie nous a signalé un élément que vous nous avez apporté sur un médecin congolais qui est basé à Kindu, dans le Maniema, et qui a tenté de mettre en place un produit contre la malaria, contre le paludisme. Ça s'appelle voilà. Artemisia. Voilà. Donc il a fait une expérience, une recherche-action, il est arrivé à un vrai produit, mais il a eu des complications pour la validation de ce que représente son produit. Or, lorsque vous regardez le marché pharmaceutique, vous allez trouver artésunate. Je voudrais vraiment savoir si on ne s'est pas inspiré, n'est-ce pas, du docteur du Maniema en mettant en place cet artésunate, parce que lui, il est parti d'une herbe qui finalement lui a donné la possibilité de traiter avec efficacité et efficience, n'est-ce pas, le paludisme. Chers téléspectateurs, suivez avec nous cet élément. On va parler du paludisme, également appelé malaria. La maladie fait près de 500 000 morts par an, principalement en Afrique. La situation est d'autant plus préoccupante que depuis plusieurs années, les parasites développent des résistances aux molécules antipaludiques et les moustiques craignent de moins en moins les insecticides. Aujourd'hui, aucun vaccin n'est disponible et pourtant,
On sait depuis très longtemps qu'une plante soigne efficacement la maladie. Cette plante, venue de Chine, qui s'appelle l'artémisia, est pourtant déconseillée par l'OMS et interdite dans un certain nombre de pays. Mais que cache cette interdiction? Peut-être les intérêts financiers des laboratoires pharmaceutiques qui ont fait de la malaria un business. En Afrique, justement, des chercheurs mènent des études de terrain pour prouver que l'artémisia est efficace et sans danger. Nous sommes à Kindu, sur le fleuve Congo, dans la province du Maniema. Le docteur Jérôme Munyangi est un jeune chercheur congolais qui prend des risques. Après 3 heures de piste, le docteur Munyangi est accueilli comme l'enfant prodige dans son village natal. Artémisia! Artémisia! Les écoliers font la fête à l'homme qui les débarrassera peut-être de la malaria. Le parcours du docteur Jérôme Munyangi est emblématique des difficultés rencontrées par les Africains qui défendent une médecine adaptée aux conditions du continent. Mon premier contact avec l'artémisia, suite à une crise de paludisme que je fais à Kinshasa. C'était un paludisme résistant, parce que j'avais déjà pris des antipaludéens, ça ne marchait pas. Et un ami qui travaille déjà avec l'artémisia m'a proposé la plante comme traitement. Je lui ai dit, bon, je n'aime pas les charlatans avec les plantes, qui traitent avec des plantes. Il a insisté beaucoup. Et le 3e jour, je me sentais déjà très bien. Il n'y avait plus de maux de tête, il n'y avait plus de fièvre, ainsi de suite. Et à la fin du traitement, le 7e jour, je suis parti refaire les examens de laboratoire. Tout était vraiment très bien. Je n'avais plus de plasmodium. Et voilà, et c'était mon premier contact avec la plante artémisia. Pressionné par ce résultat, le docteur décide de consacrer la suite de ses études à la plante. Son diplôme de médecine et quelques feuilles d'artémisia sous le bras, il entame une maîtrise S-Sciences à Paris. Après 3 semaines d'analyse, nous étions vraiment très étonnés par le résultat que nous avons observé au laboratoire. Le professeur qui travaillait avec moi était très étonné. Elle a refait les examens elle-même. Je me rappelle encore l'un de mes professeurs qui me dit, voilà, et ça c'est une bombe. Et on ne peut pas que cette bombe puisse sauter dans notre laboratoire parce que juste les subventions des laboratoires proviennent de firmes pharmaceutiques. Et on a arrêté la recherche. On m'a même arraché mon cahier de laboratoire où il y avait des manipulations. Et tous les échantillons d'artémisia que j'avais amenés au laboratoire étaient confisqués. On a amené ça au bureau du directeur des laboratoires. Pratiquement exclu de l'université et privé de bourse, le docteur Munyangi refuse d'abandonner. Il prend contact avec Lucille Cornet-Vernet, qui va l'aider à poursuivre ses recherches. 2 personnes, donc là on a fait sur 1000 patients, et donc j'ai à ce moment-là commencé à chercher les fonds. Donc ces études ont été financées en fait par des amis, par des fondations, par des entreprises, simplement parce qu'ils croient vraiment qu'une plante peut être la solution pour ce fléau apocalyptique qu'est le palu en Afrique. Une fois le financement acquis, le docteur débute l'étude au Maniema. « 1000 patients porteurs du falciparum sont identifiés. 500 prendront de la tisane d'artémisia et un médicament placebo. 500 autres, un médicament ACT et une tisane placebo. Et la tisane, les deux avaient un bon résultat clinique. Mais quand vous faites la parasitologie, vous allez trouver que les malades qui étaient sous tisane, il y avait disparition de la charge parasitaire. Mais tandis que les malades qui étaient soumis sous traitement ACT, il y avait encore des parasites dans l'air sang, même si leur état clinique était déjà amélioré. Oui. Les résultats sont en effet spectaculaires.
Alors que les médicaments ACT sont jugés efficaces à 80%, la tisane affiche un score de 97%. Et sans effet secondaire, contrairement aux médicaments. Le résultat était surprenant, positivement, et c'est là que les ennuis commencent avec la médecine conventionnelle. Quel genre d'ennui? Le premier ennui, c'est l'interdiction. À la fin de l'étude, nous devions organiser une conférence. Lorsque nous avons remis le résultat au médecin-chef de zone, tout de suite, il s'est interposé. Il a dit, j'interdis, cette conférence n'aura pas lieu et je préfère que Jérôme puisse se taire et pas communiquer ses résultats à la population. Ils ont vu que la tisane avait un meilleur résultat que les ACT et on nous a fait montrer que les différentes firmes pharmaceutiques risquent de couper leur appui. Et on a trouvé qu'il y avait orgueil, on m'a démis de mes fonctions. À votre avis, d'où viennent ces ennuis? À mon avis, les ennuis viennent de firmes pharmaceutiques. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Après les publications des résultats, on a dit aux patients que voilà, la tisane était efficace et eux-mêmes l'ont observé. Et là, les patients n'achètent plus les ACT en fait. Nous devenons de plus en plus gênants. J'étais interpellé par un grand dépôt pharmaceutique à Kindu qui m'a dit mais nous avons les ACT, on n'arrive plus à les vendre vraiment à cause de votre étude. Et là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business. Lorsque les médecins congolais parlent des firmes pharmaceutiques, ils ne font pas référence aux multinationales cotées en bourse. Les pressions s'exercent au niveau provincial. Ce n'est pas Big Pharma qui est à la manœuvre, mais les dépôts pharmaceutiques locaux. Après l'étude, les villageois adoptent la tisane dont ils ont été les cobayes. J'avais souvent la malaria avant. Mais depuis que j'ai participé à l'étude, je n'ai plus la malaria. Moi, j'ai toujours eu la malaria. Mais en prenant la tisane d'Artemisia, je me suis senti beaucoup mieux. En 2016, à l'école du village, une autre expérience a été menée pendant 6 mois. Les enfants boivent la tisane d'Artemisia 2 fois par semaine, à titre préventif. Aucun écolier n'a attrapé la malaria durant cette période. Pour qu'elle soit validée, il faudrait étendre la recherche à des milliers d'écoliers. Nous avons remarqué que la prise de l'Artemisia a diminué l'absentéisme, même les absences étaient terminées. Le docteur Munyangi a profité de l'étude pour en mener une autre. Les patients sous tisane étaient en fait répartis en 2 sous-groupes. 250 prenaient de l'Artemisia annua et les autres de l'Artemisia afra, l'espèce africaine. Celle-ci ne contient pas d'artémisinine, qui est censée être le principe actif anti-malaria. Les résultats s'avèrent parfaitement identiques dans les 2 sous-groupes. L'étude du docteur Munyangi est achevée depuis 2015. Pour avoir un impact sur la communauté scientifique, il faut qu'elle soit publiée dans un journal médical de référence. Or, les responsables éditoriaux sont méfiants à l'égard des remèdes à base de plantes. Nous avons contacté la Fédération internationale des fabricants de médicaments pour lui demander sa position sur l'Artemisia. Réponse: Nous ne sommes malheureusement pas en mesure d'intervenir dans votre documentaire. Nous n'avons pas trouvé d'experts disponibles pour témoigner sur ce sujet. La santé. Elle l'est aussi pour l'emploi. Ce sont des dizaines d'hommes et de femmes qui ont trouvé du travail dans un nouveau secteur. Ce qui fait le succès de l'Artemisia, c'est aussi son prix. Environ 5 fois moins cher que les médicaments recommandés. On en trouve déjà sur certains marchés. Avant, on achetait des médicaments de la pharmacie. Ça coûtait très cher. Ça... Et puis quand tu avais le palais, quand tu buvais ça, ça ne te guérissait pas tellement là. Mais avec la venue de la tisane c'est moins cher et puis ça guérit vite. Je vous dirai tout de suite que moi-même, j'utilise cette plante en famille.
depuis des années déjà. Ça, c'est du point de vue personnel. Je les conseille à des collègues, des scientifiques, qui l'utilisent. Le professeur Diallo étudie l'artémisia depuis une dizaine d'années dans son laboratoire de bactériologie-virologie à l'université de Dakar. Depuis un certain moment, nous travaillons pour voir l'activité de l'Artemisia afra et nous pensons que c'est une piste qui est assez prometteuse. L'Afrique a besoin des insoumis, les insoumis de la recherche. Ce qui me passionne dans tout ça, c'est de ne pas voir mes frères africains décédés de pathologies qui peuvent trouver des solutions, que d'attendre toujours que les médicaments soient fabriqués en Europe et que les médicaments viennent de l'Inde. Nous pouvons nous-mêmes, ici sur place, trouver des solutions, guérir nos frères avec des plantes qui peuvent être cultivées sur place. Si la tisane d'Artémisia s'avère être l'ultime remède contre la malaria, on se demandera sans doute pourquoi tout ce temps perdu, toutes ces victimes, tout ce business. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez suivi cet élément et vous vous êtes rendu compte vous-même des difficultés que peuvent rencontrer certaines initiatives africaines. Et nous revenons vers M. Yamba Yamba pour un commentaire à nouveau à ce propos. Comment s'en sortir, au-delà du fait d'en parler et de sensibiliser? Comment faire en sorte que de telles initiatives puissent prendre preneur dans les pays concernés? Vous savez, il y a eu beaucoup de pères respirateurs qui ont crié à l'avenir de l'Afrique, à l'avenir du Noir. Surtout l'Afrique subsaharienne, les gens de la camp de Kwame Nkrumah, ils n'étaient pas entendus. Après 50 ans, aujourd'hui, on lui donne raison. On aurait souhaité qu'on ne puisse pas avoir le groupe de Morovia. Malheureusement, la situation n'a pas changé et nous ne pouvons que regarder les choses avec impuissance. Ce qui se passe avec nos chercheurs, c'est une situation passagère. Encore que cela remonte jusqu'aux autorités de la République pour que dans les négociations, dans les contacts, on affirme notre leadership. Notre leadership sera affirmé que lorsque on construit une dynamique vers la production des innovations. Et les innovations passent par des chercheurs. Pas des chercheurs, mais des trouveurs. Parce qu'on a trop de chercheurs, mais on n'a pas de trouveurs. Et pour avoir des trouveurs, il faut chercher dans notre environnement. Parce qu'il y a pas mal de choses que nos ancêtres ont fait, qu'on peut découvrir, qu'on peut trouver. Malheureusement, cet effort ne se fait pas du tout. Et que les autorités africaines, les dirigeants africains n'ont pas encore pris les choses en main. Mais ce n'est pas une raison pour que nous puissions lâcher prise. Nous devons continuer à nous battre. Mais le mouvement que nous sommes en train de mettre en place, le courant que nous sommes en train de mettre en place, il faudrait que ça soit partagé par tous les citoyens, les Africains, intellectuels ou analphabètes. L'idée, c'est que faire en sorte que nous sommes des hommes et des femmes. Nous avions fait de prouesses au cours de l'histoire. Et c'est comme ça que les Européens sont venus en Afrique. Ils étaient ressourcés de notre génie, de nos sciences. Ils sont rentrés chez eux. Ils ont fait progresser ça jusqu'à Rome. Et cela s'est occidentalisé. Oui, aujourd'hui, avec la colonisation, avec l'esclavagisme, avec la mondialisation, nous avons perdu notre droit d'aînesse. Maintenant, le courant que nous avons, qui n'a pas commencé aujourd'hui, c'est vrai, mais dont les gens viennent au fur et à mesure, ce courant-là doit être partagé par tout le monde. Les dirigeants de la République, prendre le courage, ne serait-ce que d'écouter, de soutenir toutes ces églises noires, des organisations politico-religieuses, des organisations spirituelles qui parlent véritablement de la pensée autonome africaine, qui parlent de la restauration authentique de la spiritualité. Si effectivement on s'y met intellectuel, on fait des recherches, on met en place une abondance de littérature,
Et que cette littérature permet aux décideurs de prendre des décisions stratégiques dans la remise en valeur de notre identité culturelle. Et qu'au niveau des écoles, on change le contenu de ce que représentent les enseignements, que nous considérons comme des cadres d'initiation, à différents niveaux d'atterrissage. Tout cela faisant combine, je pense, tout le monde se mettra debout. Et cela trouvera solution. À ce moment-là, nous pouvons même peser, nous pouvons chercher même des alliances avec les Asiatiques, avec les Latino-Américains, avec d'autres pays à travers le monde, qui pensent que la planète Terre, c'est une seule planète, et qu'il n'y a pas différence des races ou discrimination négative. Et que ces alliances vont aider véritablement à ce qu'on puisse nous écouter. Surtout maintenant, on a besoin véritablement d'être écoutés. Parce que quand vous allez en Amérique latine, vous trouvez les Noirs. Au Brésil, ils sont nombreux. En Colombie, à l'Équateur. Mais tous ces endroits-là doivent véritablement se mettre debout avec les Africains, construire des passerelles. Aux États-Unis, il y a des Noirs américains. Soutenir pour que tous nos chercheurs soient véritablement en effervescence. Encore que les églises deviennent de vraies églises noires, qui parlent de la culture noire, qui parlent de la spiritualité authentique, et qui ne tombent pas dans le jeu des hommes politiques, et qui ne soient pas véritablement manipulés. Lorsqu'on a la dimension intellectuelle, doublée de la dimension spirituelle, on est capable de manipuler n'importe qui. Et alors moi, ça m'étonne, quelqu'un qui se réclame de la spiritualité authentique, puisse être manipulé par des personnes trop charnelles. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un grand défi. Il faudrait que nous puissions nous battre. Et encore que, je suis heureux quand j'ai entendu que toutes les églises noires sont en train de s'organiser pour justement faire un front commun. Et puis bon, on a une opportunité à la tête de l'État aujourd'hui que nous ayons un panafricaniste. C'est vrai, inspiré de la logique chrétienne, etc. Mais quand il se dit panafricaniste, le panafricanisme a un contenu. Encore qu'il faut l'aider davantage pour comprendre les tenants et les aboutissants, de manière qu'il puisse véritablement construire son génie et prendre ça comme une base, j'allais dire sous-bassement ontologique qui lui permette de bondir et de rebondir. Et ça, nous avons un défi et nous croyons que ce mouvement pourra aller davantage à contact avec les hommes politiques, à contact avec les intellectuels, à contact avec l'élite économique, etc. Ceci dans la perspective qu'on puisse recevoir tous ensemble. Nous mettons en place ce que nous appelons l'Institut panafricain, qui permettra véritablement la formation de toutes ces différentes élites sur le plan politique, culturel et spirituel. De manière que l'on soit un homme complet. Vous savez, j'étais en Indonésie, en plein Jakarta, la capitale. J'ai trouvé un groupe de personnes qui montaient sur un monument avec un jeune homme de 7 ans. Et ils étaient habillés en tenue traditionnelle. J'ai entendu, ils sont descendus. Comme je suis très curieux, j'ai posé la question pourquoi ils sont montés, parce qu'ils avaient des gros coqs. Ils m'ont dit non, monsieur Yamba, nous ne sommes pas comme vous. Les Africains, vous avez perdu votre droit d'aînesse. Vous avez tout abandonné, votre spiritualité, votre identité culturelle. Vous n'avez plus été en contact avec vos ancêtres. Et nous sommes restés en contact malgré la colonisation. Nous n'avons jamais abandonné nos valeurs, nous n'avons jamais abandonné nos coutumes et nos pratiques. Aujourd'hui, le garçon de 7 ans devrait être intronisé pour qu'il soit en contact avec nos ancêtres. C'est comme ça qu'au même moment qu'on nous dit qu'il faut manger avec la cuillère, nous aussi nous avons nos cuillères traditionnelles pour lesquelles nous utilisons pour manger la nourriture. Mais vous avez honte de le faire. Lorsqu'il s'agit d'acheter du pain, vous préférez prendre le pain en ciel ouvert. Mais quand il faut tenir la chikwang, vous avez peur, vous n'avez pas la possibilité de tenir la chikwang parce que vous estimez que c'est traditionnel. Et alors, quand vous avez honte de vos ancêtres ne peuvent pas vous être fertiles, raison pour laquelle vous allez toujours continuer à pleurer. C'est comme quand on parle de ces choses-là, cher Kabemba. Qui peut croire que ces choses-là sont réelles? On va dire, écoutez, Yamba est dans des incantations, ou Yamba est emporté, je ne sais pas, par un produit, je ne sais pas quoi, je ne sais pas lesquels. Mais Yamba a fait beaucoup d'années. Yamba il est connu par le pouvoir de sa connaissance, la puissance du savoir. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui contestent cela, mais c'est cette puissance qui m'amène à comprendre et à découvrir la formule. Je dis que nous avons été piégés, et nous avons tout perdu. Il faut nous réconcilier avec notre environnement. Et ça, c'est le CELI, et c'est la voie obligée.
le reste serait l'air démagogique. Raison pour laquelle nous nous battons, et nous nous battrons, même pas aujourd'hui, mais demain, pour qu'il y ait un héritage, un combat qui doit continuer par des générations futures, pour que nous puissions véritablement nous réconcilier. Ça sera la grande fête avec nos ancêtres. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de la renaissance africaine. On parle de plus en plus de la restauration de la spiritualité authentique. Et tout cela faisant combine les combats de Tchenkatario, les combats de Théophile Obenga, les combats de Bambassang, les combats de Nemwano Anseni, les combats de Croyant Lubola, Yolo Ilondo, les combats de Papa Kous, les combats de Kimpamvita, les combats de Kimbangu, les combats de Zingankovu. Donc ils sont nombreux ceux qui aujourd'hui pensent que nous avons, nous là, notre patrimoine culturel et que nous sommes capables véritablement d'évoluer. Hier, quand on coupait les arbres, il n'y avait pas de blancs et on ne nous a jamais amené les machettes. Mais nous avions une technologie qu'on appelle de forgeron. Et on fabriquait des machettes, c'est une technologie. S'ils n'étaient pas venus, s'ils ne nous ont pas embrouillés, nous serions déjà avancés. Vous savez, cher mais ça fait pas longtemps, c'est au Xe siècle que la révolution industrielle. C'est au Xe siècle. Et avant le Xe siècle, c'était la Chine qui était la plus grande puissance. Et la Chine a vécu 3000 ans avant la naissance de Jésus. Et donc, nous, avant la Chine, parce que nous sommes le fils aîné. Et nous avons eu des grandes capacités qui ont dominé le monde, et tous ceux qui aujourd'hui se disent noirs, blancs, jaunes, etc. sont des personnes qui ont migré à partir de l'Afrique pour aller ailleurs. Et donc ce sont nos descendants, mais qui sont devenus véritablement des grands rebelles contre nous et qui ont voulu véritablement nous décimer. Et nous disons non, ça ne peut pas continuer comme ça. Si la guerre a été idéologique, il faudrait véritablement, non, j'allais dire spirituel. Il faudrait entamer ce combat spirituel. On a été dans les charnels, ça n'a pas réussi. Et maintenant, nous devons aller dans le spirituel. Et je crois qu'il y aura bon bondissement. Mais en parlant du spirituel, M. Yamba, est-ce que vous vous inscrivez pas en faux contre toutes ces personnes qui disent qu'il vaut mieux passer plus de temps au travail qu'à l'église? Vous revenez encore avec le spirituel. Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte d'église de réveil africain ou panafricain où on passe beaucoup de temps dans la spiritualité et pas dans le travail? Non, la spiritualité, non. Au village, vous avez les gens qui vont à la forêt, qui vont au champ, qui reviennent, etc. Mais la spiritualité, c'est cette capacité de connaître son environnement, d'avoir l'intuition pour chercher des solutions spontanées par rapport aux problèmes qui se posent, etc. Et puis bon, cela ne va pas nous consacrer comme on le fait. Ça, c'est les églises là de réveil. Non. Ce sont des églises pour endormir davantage les gens. Je m'excuse beaucoup, vous allez me pardonner, mais... Vous touchez à la fois de plusieurs téléspectateurs, des millions, plusieurs Africains qui se réclament... Non, mais quand quelqu'un dit à longueur de journée qu'il faut prier, Dieu va faire. Et Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné la capacité, les mains, la tête, etc. Mais maintenant, il faut avoir la possibilité d'avoir des alternatives qui peuvent tourner dans la tête et vous trouver solution. Et cela n'est pas possible qu'avec la spiritualité. La spiritualité n'est pas une religion. La spiritualité, c'est la capacité que Dieu donne à chaque société pour être capable d'appréhender sa société, de transformer sa société, de transformer la nature naturelle, etc. Et ça, nous avons perdu. Nous avons cru que c'est l'Occident qui va nous amener tout. Nous avons perdu que nous sommes capables aujourd'hui, à travers le palmier, créer une autre forme de palmier en faisant justement une certaine technologie de marcottage ou une technologie de greffage, etc. Ça, on a perdu cette spontanéité. Mais nous voulons nous restaurer au travers de ça. Et alors maintenant, quand nous disons spirituel, ce n'est pas pour qu'on crée des églises où on doit chanter dès le matin au soir. Ah ben non, on ne va pas créer pas, une usine de paresseux. Non. La spiritualité, c'est dire l'esprit soit vigilant. L'esprit de la personne soit vigilant. Et cet esprit doit avoir une fondation. Et cette fondation passe justement par la connexion avec les ancêtres. Parce que les ancêtres voient ce que nous sommes.
Et les ancêtres ont un autre pouvoir plus supérieur au nôtre. Et donc ils sont capables de nous donner, de nous inspirer. Et c'est ce que nous voulons. Aujourd'hui, nous ne sommes pas bénéficiaires des aspirations de nos ancêtres. Pourquoi? Simplement parce que nous avons pas coupé cette relation-là. Et nous avons qui aux ancêtres des autres? Eh bien écoute, Kosomba, Obabini, Kosomba, peut-être Nyamapo, la Kwangoli, la Kwangwamoningade. Et puis la Bossani, le Kouana, le ministère de Yango, yo sombi, Kwanga, on dit au lit à Bilonga Moninga. Non. Bon, ça va pas se yoter. Il y a un moment où tu as to somba Kwanga, to somba Toza Kwanga, to ken église, to kan to Kozua, Ndemo Waza Kozua. Camarade Moko, il me disait toujours, Monsieur Yamba, mais pourquoi vous priez beaucoup comme ça? Vous priez, vous plairez toute la vie comme ça. Et nous, ça nous prend juste 30 minutes de discuter avec nos ancêtres, et puis facilement, on trouve. Mais pourquoi vous prenez toute la nuit et vous gênez même 40 jours? Moi, je dis, ah, dis-moi, mais découvre-moi. Il dit, non, Norbert, le jour où vous comprendrez ça, vous allez faire un bon bondissement. Mais je suis en train de comprendre petit à petit. Je suis en train de comprendre. Vous savez, j'ai été dernièrement dans même une église de grande réputation, etc. Votre mot de la fin. Oui, et puis bon, j'entre là-bas, franchement, en tout cas, c'est difficile. J'ai été là, je regarde ce qui s'est passé, je me dis, ah, revenez vite, on est en train de disparaître. On a eu des relais par-ci, par-là, etc., en train de crier, tout ça. Non. Il faut que les choses se passent de telle sorte que on réhabilite notre identité culturelle. On réhabilite notre histoire, notre conscience historique. Pour l'affirmation de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Ça, on en a besoin. Mais il faut redimensionner notre spiritualité authentique. C'est comme ça que nous allons véritablement construire la voie obligée pour que nous puissions nous relever, n'est-ce pas, de notre sommeil de mort. Aujourd'hui, vraiment, on est ensommeillé. Il faut donc aller dans la logique d'une avancée spectaculaire au travers de la restauration de notre spiritualité. Merci, M. Yamba Yamba. Chers téléspectateurs, c'était donc là votre émission Afro-Lumière. Nous avons évoqué plusieurs thèmes, en tout cas notre invité a abordé plusieurs thématiques. C'est maintenant à vous d'en juger, de voir dans quelle mesure ce recours aux ancêtres est un message pertinent. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours les adresser aux numéros qui sont affichés au bas de votre écran. Et nous vous donnons rendez-vous à notre prochain numéro. Merci.